Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Deadline. La semaine passée, nous avons reçu pour vous Eugène Kandolo, libre penseur, entrepreneur, analyste politique, écrivain. Avec lui, nous avons parlé de l'actualité. Nous avons rendu un hommage à Antoine Kizenga, décédé, et nous avons parlé de son héritage. Et aussi, nous avons parlé de la vision du président Félix Tshisekedi par rapport au nouveau gouvernement et au Premier ministre qui devra être désigné. Et pour ce soir, nous recevons pour vous une candidate députée nationale au niveau de la Funa et de Kalamou. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais la grande question, est-ce qu'elle est démoralisée? Est-ce qu'elle ne va plus travailler dans le sens d'aider sa communauté parce qu'elle n'a pas été élue? Tout ça, vous allez savoir dans votre magazine Deadline. Mais saluons tous nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Vous êtes à Aru, Ituri, Beni, vous êtes à Walungu, vous êtes à Kinshasa, vous êtes dans le 2 Kassai, l'ancienne Bandundu, l'ancien Équateur. Vous êtes partout en RDC, soyez le bienvenu dans votre magazine. Vous êtes dans les pays limitrophes de la RDC, Congo-Brazzaville, Zambie, Centrafrique, tous ces pays limitrophes, soyez le bienvenu. Partout en Afrique, vous nous suivez. Merci de nous suivre. En Europe, en Amérique, au Brésil, soyez le bienvenu dans votre magazine Deadline. Vous pouvez aussi suivre à cet instant même le magazine Deadline avec notre invité de ce soir, directement sur la plateforme YouTube, notre chaîne Symphorien Katende TV, ainsi que allez liker notre page Facebook Deadline. Sans plus tarder, je vais saluer mon invité de ce soir. Bonsoir, docteur Kimboko Janine. Bonsoir, monsieur Symphorien. Docteur Janine Kimboko, vous êtes candidate députée. Vous étiez candidat député à la Funa, ainsi qu'à Kalamou. Ça n'a pas marché. Quel est le moral du docteur? Comment ça va? Est-ce qu'il y a une vie, même si on n'est pas élu? Merci Symphorien pour l'invitation d'abord. Je pense que, comme vous l'avez dit, j'ai été candidate à la provinciale et à la nationale, Kalamou et Funa. Et je n'ai pas été élue. Mais il y a une vie après tout ça. Et je tenais vraiment à le dire à tous les téléspectateurs, à tous les autres candidats qui n'ont pas été élus. C'est vrai, c'était des enjeux auxquels nous avons tous participé. Et malheureusement, nous n'avons pas été retenus ou élus. Mais je pense que cela ne devrait pas nous décourager de continuer à faire ce que nous faisons pour les nôtres, à faire ce que nous faisons pour la société. Parce que nous avons tous le souci du bien-être de notre prochain et nous avons tous le souci du développement. Alors nous pensons que ceux qui ont été retenus pourront être les porte-voix de nos actions que nous n'avons pas pu mener à grande échelle. Parce qu'il faut le dire, ce que nous faisions avant de postuler, nous devons continuer à le faire, même si c'est à minima, mais nous devons continuer à le faire. Et nous espérons que ceux qui ont été retenus vont, à leur niveau, faire à plus grande échelle, c'est-à-dire au profit de la nation tout entière, ce que les héros dans l'ombre que nous sommes ne pourront peut-être pas faire aussi facilement. Voilà. Donc, docteur, vous n'êtes pas allé exiger qu'on puisse vous restituer tout ce que vous avez donné à votre base? Oh, mon cher ami, je suis assez scandalisée lorsque j'apprends cela, qu'on a récupéré. C'est vraiment inhumain. Je ne sais pas quel genre d'action sociale, quel genre de personne peut aller arracher un bienfait. Ce n'est pas possible. En fait, ce que nous avons fait pendant la campagne, c'est vrai qu'il fallait, pour certains comme nous, il fallait le faire, il fallait une visibilité. Mais ce sont des choses que nous faisions comme d'habitude. Mais c'est vrai qu'il fallait le faire un peu plus grand, plus fréquemment et tout.
Mais alors moi, je ne comprends pas comment vous êtes allé aider une famille ou une communauté en détresse et puis vous rentrez arraché. C'est vraiment, qu'on ait été élu ou pas, mais ça reste dans les annales et dans les souvenirs. Contrat basé résultat. Vous me lisez, moi je vous gardez mes biens. Comme ça, comme je ne suis pas élu, non, c'est pas ça. Parce que là, ça démontre quand même quelque part qu'on n'a pas l'intention d'aider son prochain, qu'on n'a pas l'intention d'apporter un changement ou un développement dans notre pays. Il faut contribuer à cela. Quand on a la possibilité de le faire, on a les moyens de le faire et surtout la volonté de le faire. On ne peut pas... c'est comme... bon, je vois un peu l'image du chien qui vomit et qui rentre ingurgiter tout ce qu'il a vomi. Non, ça ne se fait pas. Nous ne sommes pas des mammifères pour ruminer et puis ravaler tout ce qu'on est en train de... Non, lorsqu'on a donné, on le donne d'un seul cœur et pour le bien d'autrui. Et c'est pour aussi être béni par Dieu et béni par les nôtres. Nous ne voulons pas être bannis, non. Nous voulons être bénis. Et pour que nos actions puissent continuer et bien continuer, il faut avoir la bénédiction de ceux qui nous entourent. Voilà. Docteur Janine, c'était votre première fois et de vous lancer en politique et de vous lancer en tant que candidat député. Quelle expérience gardez-vous de ce temps de candidature, la campagne, descendre sur terrain, aller dans certains coins que vous n'êtes jamais allé, rencontrer des visages que vous n'avez jamais rencontrés, faire face à certaines réalités que vous ne connaissez pas nécessairement? C'est une expérience, je dirais, grisante. Donc vraiment, ça m'a permis de sortir de mes gants, de ma réserve, d'aller vers, comme vous l'avez dit, vers des populations inconnues, vers des lieux inconnus. Mais en fait, je suis une femme de terrain parce que dans mon CV, je suis spécialiste en santé publique. Donc je suis habituée quand même à descendre sur terrain et dans des milieux quand même assez reculés et tout ça. Mais là, vous voyez, c'était avec une finalité, certes, mais non seulement c'est grisant, c'était aussi quand même fatigant parce qu'il fallait descendre, monter, parler, écouter, être attentive, résoudre certains problèmes. C'est vrai, même si pas immédiatement, mais savoir comment être disponible 24 heures sur 24. C'est vrai que dans mon métier, vous ne l'avez peut-être pas dit, je suis médecin. Donc déjà, en tant que médecin, je suis disponible 24 heures sur 24. Donc même si je dors d'un seul œil. Mais là, c'était vraiment les deux yeux ouverts. Donc, à tout moment, le téléphone pouvait sonner et tout. Et il fallait quand même, tant soit peu, être à l'écoute par rapport aux desiderata des personnes qui vous appelaient. Donc, pour moi, c'était une très belle expérience que j'espère pouvoir recommencer dans 5 ans, pourquoi pas. Parce que, vous voyez, vous vous imprégnez réellement. Vous sortez de votre milieu vraiment, de votre cocon bien bâti et tout que vous avez ficelé. Et au jour le jour, vous vous adaptez à ce que vous rencontrez. Donc, moi, je suis très, très, très satisfaite de cette expérience. C'était ma toute première expérience très intensive parce que, vous voyez, c'était en un temps record qu'il fallait mobiliser les troupes, aller à gauche et à droite. Chaque jour, il y avait un programme et tout. Mais je pense qu'en tant que femme de terrain, ça ne m'a pas trop... Je n'étais pas trop dépaysée, non, pas vraiment. Mais quand même, c'est vrai que j'en ai eu un petit coup d'épuisement quand même mental parce qu'il m'a fallu un bon moment pour me remettre dans mon assiette quand même, parce que c'était vraiment un moment très intensif. Alors, je pense que les candidats qui, comme moi, ont été dans leur première expérience, je pense qu'ils devraient aussi partager cela avec les autres et surtout, comme on se le dit, peut-être rectifier les tirs là où ça peut... Analyser en fait avec ce que vous dites, la base ou avec l'équipe, analyser un peu ce qu'il y a à analyser et voir ce qu'il y a à rectifier pour que la prochaine fois... on s'y prenne à temps et bon, qu'on sache aussi faire beaucoup de délégations.
Parce que c'est vrai, partout où vous allez, c'est tout le monde qui veut vous voir, tout le monde qui veut vous entendre. Et c'est ça qui est vraiment, ce qui m'a beaucoup touchée, que des gens qui peut-être ne me connaissaient pas, mais qui m'ont admirée. C'est très rare qu'on admire une femme comme ça. Et surtout la première fois. Pour la toute première fois, peut-être je ne parlais même peut-être pas leur dialecte. Parce qu'il y avait des milieux reculés où il fallait nécessairement s'exprimer en dialecte, mais je ne le faisais pas, je le faisais en lingala. Mais ils m'ont accepté comme ça. Vous voyez, et c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Et je pense qu'à ce jour, j'ai gardé contact avec toutes ces personnes. Ils viennent même me rendre visite à la maison pour dire que ce n'est pas que j'ai fermé mes portes, mes téléphones et tout. C'est vrai, je suis une femme très occupée par mon travail, mon métier. Mais quand je suis en détente chez moi, le téléphone peut sonner, je peux décrocher. Ou au boulot, c'est vrai, au boulot, c'est difficile pour moi parce que j'aime séparer les choses. Mais je pense que les personnes qui ont eu à m'approcher pourront le témoigner d'eux-mêmes, pour dire que voilà, la maman est restée telle qu'elle. Je n'ai pas changé. Et je pense que ce n'est pas la politique qui peut ou qui va me changer, non, je ne pense pas. Mais je continue dans mon activité et je pense que c'est quand même une très belle expérience pour moi. Docteur Janine Kimboko, nous sommes au mois de la femme. C'est une femme qui parle. Sa toute première expérience dans le monde des élections, elle a été candidate. Elle nous parle de son expérience pour motiver d'autres femmes et motiver aussi les hommes, même si nous sommes au mois de la femme. Docteur Janine, vous êtes occupée, vous êtes médecin, vous êtes professionnel. Mais après cela, quel est le rapport que vous avez gardé, les relations que vous avez gardées avec votre base? Parce que vous êtes apprécié, vous êtes maintenant un nom. Vous êtes déjà un nom sur le plan professionnel, dans le plan de la lutte contre la drépanocytose, problème de santé publique. Vous écrivez aussi, mais cette fois-ci, en politique, vous avez un nom. Maintenant, quel est le lien que vous avez établi, gardé après les élections avec votre base, Makala, Funa? Oui, merci, M. Symphorien. C'est vrai que, comme vous le dites, j'ai repris mes activités professionnelles. Oui. C'est vrai qu'il était un peu en suspens pendant près de 3 mois. Et il fallait se remettre dans le bain par rapport aux responsabilités que nous avons, aux responsabilités familiales aussi. Parce que vous comprenez que c'était beaucoup de temps engagé en dehors du foyer, en dehors du lieu professionnel. Donc il fallait tout recadrer et tout ça. Alors par-delà cette occupation, il a fallu quand même garder un contact avec les personnes, toutes ces personnes valeureuses qui m'ont accompagné dans cette bataille. C'est vrai que les rencontres ne sont pas aussi fréquentes, c'est vraiment difficile. Nous gardons beaucoup de contacts, surtout téléphoniques et par nos groupes, nous échangeons par les réseaux sociaux sur des activités à faire. C'est vrai qu'il y a toujours des actions sociales. Même si je ne peux pas physiquement être présente, mais je continue à contribuer. C'est-à-dire que j'ai une équipe formidable qui me représente à gauche et à droite, parce que certaines de mes occupations maintenant présentes ne me permettent pas de me rendre moi-même. Donc c'est vraiment important et à tout moment, ils peuvent venir à la maison, même sur mon lieu de travail. Hein, j'ai des heures de pause quand même. Et je peux les mettre à profit pour me disponibiliser aussi pour les autres. Donc certaines orientations, je le leur donne physiquement, c'est vrai, et ils sont toujours disposés. Donc c'est ça qui me touche fortement, que toutes les personnes avec lesquelles j'ai été en contact restent disponibles pour m'épauler pour l'une ou l'autre action que j'envisage ou que je continue à réaliser. Donc moi, je ne suis pas du genre défaitiste ou à se morfondre ou déprimer. Non, 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 absolument pas. Donc, comme je l'ai dit, ça, c'est pas à grande échelle, peut-être pas, mais à minima, nous faisons tout ce que nous pouvons faire
pour continuer à apporter une aide à ceux qui quand même recourent à nous. Donc voilà, nous pensons que nous pouvons contribuer autour de nous à aider à soulager certaines peines. Docteur Janine Kimboko, parlons d'actualité. De votre point de vue, l'alternance au sommet de l'État, comment vous avez vécu de votre expérience? Bon, c'est vrai que nous sommes fraîchement entrés dans la politique et tout. Donc, c'est vrai que pas complètement. Hein, donc, nous observons aussi l'évolution du pays. Et nous pensons que par rapport à l'alternance voulue par la nation, je pense que nous pouvons dire que nous sommes dans le bon en matière d'alternance parce que c'est ce que l'opinion nationale, c'est ce que le commun des mortels voulait pour ce pays, pour quand même faire avancer, évoluer notre pays et surtout remettre aussi à l'échelle nationale et internationale, revaloriser notre pays, qu'on ait confiance en nous, que c'est possible que l'alternance se fasse dans un grand pays comme le nôtre. Vous savez que le poumon de l'Afrique, et même, je pourrais dire, du monde, repose sur la RDC. Le monde a été suspendu, je peux dire, pendant près de 6 mois par rapport à l'actualité politique de notre pays. Et je pense qu'avec ce changement, toutes les spéculations, les non-dits, les suspicions, les inquiétudes ont quand même eu un certain relâchement. Vous avez vu que ce à quoi on s'attendait, qu'il y aurait bain de sang, qu'il y aurait effusion de je ne sais pas quel... Tout cela a été déjoué d'une certaine façon. Et même pour nous qui sommes mères, c'est le mois de la femme, hein, je parle en tant que mère, nous avons des enfants, nous avons des frères, nous avons des maris, des papas, des pères. Quand même pour nous, ça a été un soulagement de voir qu'on a pu continuer à vaquer à nos occupations. Donc ça, c'était la préoccupation, je pense, majeure de toutes les femmes que nous sommes. Nous ne voulions plus voir, plus à pleurer. Non, ça, c'était vraiment quelque chose que nous ne voulions plus. Pleurer, être en larmes, être toujours en train de courir à gauche et à droite pour savoir où sont nos enfants, où sont nos frères. Est-ce qu'ils sont emprisonnés? Est-ce qu'ils sont dans un hôpital, dans un grave état, agonisant? Ou bien est-ce qu'ils sont dans une morgue? Donc là, quand même, par rapport à cet élément alternance dans la paix, je pense que tous les Congolais que nous sommes, nous pouvons quand même applaudir pour cela. Et surtout, nous, les mamans, nous devons être soulagés et prier le Seigneur pour que cela continue. Nous avons besoin de cette paix pour contribuer au développement de notre nation. Nous voulons que nous allions de l'avant, qu'il y ait vraiment un développement de ce pays. Docteur Janine Kimboko, dans le cadre du mois de la femme, vous êtes notre invité dans ce magazine Deadline. Vous avez une expérience des élections, vous avez vécu l'alternance à la tête de l'État congolais. Selon vous, quels sont les secteurs prioritaires auxquels le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi et son gouvernement devront intervenir? Selon vous, c'est vrai qu'aujourd'hui en RDC, tout est prioritaire, éducation, santé, mais s'il fallait faire un choix, s'il fallait hiérarchiser les secteurs d'intervention, comment pourrez-vous orienter le président et son gouvernement? Voilà, vous le dites bien, c'est le mois de la femme, donc nous les femmes, nous devons contribuer au développement. À mon humble avis, parmi les secteurs prioritaires pour faire avancer notre pays, je penserai d'abord à l'éducation. Quand je vois éducation, je mets immédiatement l'instruction, parce que l'éducation, c'est au niveau familial.
Vous voyez, il y a un grand travail à faire dans nos familles, à refaire dans nos familles. Le respect du bien d'autrui, le respect du droit d'aînesse, le respect des parents. Ça, c'est un élément très important qu'on doit revoir dans nos familles. Ensuite, dans les milieux d'éducation scolaire, professionnelle et universitaire. Là aussi, c'est très important. L'enseignement primaire est vraiment au rabais. C'est ça la base pour nous, l'enseignement primaire. Or, lorsqu'il y a faille de ce côté, tout ce que nous ferons après, au niveau secondaire, humanité et puis même universitaire et professionnel, tout cela ne découle que du résultat de l'enseignement primaire, maternel et primaire, voilà. Donc je pense que le premier secteur sur lequel notre gouvernement devrait vraiment travailler, c'est celui de l'éducation, au niveau enseignement primaire, secondaire, universitaire, mais aussi revaloriser l'éducation au niveau de nos familles. Ce que nous avons reçu de nos parents, de nos ancêtres, nous devons le revaloriser. Je pense que si nous ne revenons pas à cela, nous allons continuer à vivre tous ces différents phénomènes que nous avons, Kuluna, Ujana et consorts, que nous ne cessons de dénoncer. Et après l'éducation et l'instruction, c'est très important, il faut revaloriser nos diplômes. Le diplôme d'État n'a aucune valeur, pratiquement. Nos enfants ne peuvent plus aller à l'étranger avec le simple diplôme d'État et être admis dans une université. C'est très malheureux. Et même au niveau des universités, nos diplômes universitaires n'ont plus de valeur. Vous ne pouvez pas aller postuler dans une université ou même pour un postgraduate avec votre simple diplôme universitaire de la RDC. Il faut refaire, ça doit être revu, il faut passer des tests et des concours pour être admis. Alors le deuxième secteur pour moi c'est la santé. C'est vrai, je suis du domaine de la santé. La mutualisation c'est très important. La sécurité sociale c'est très important parce que nous qui sommes dans ce domaine, nous souffrons énormément de voir ces familles démunies qui ne peuvent pas avoir accès aux soins de santé primaires. Donc le minimum possible, ils n'ont pas accès. Donc nous souhaitons vraiment que notre gouvernement se penche aussi sur la santé. Vraiment qu'ils nous appuient, qu'ils appuient le ministère de la Santé réellement en termes de budget. Et je pense que le ministre prochain de la Santé aura quand même beaucoup du pain sur la planche par rapport à son domaine. Alors ensuite, nous voyons le secteur agricole. Un pays ne peut pas se développer sans l'agriculture, pêche et élevage. Vraiment, revenons aux sources. Tout le monde veut être universitaire, veut avoir un diplôme, voilà, être dans un bureau, oui, mais qu'allons-nous manger? Qui va s'occuper de ce domaine-là? Donc le secteur agriculture, pêche et élevage doit être aussi revalorisé. Et le corollaire, ce sont les routes de dessert agricole. Parce que pour ces personnes, ils n'ont aucun engin, aucun outil pour industrialiser ou améliorer voilà, la qualité de leur travail. Ils le font à main nue. Ce sont des travaux manuels. Et ça prend du temps. Alors que si on leur fournit les équipements qu'il faut, les tracteurs et consorts, ils pourront défricher à grande échelle. Au lieu d'un hectare, ce sera plusieurs hectares qui pourront être défrichés. Et ils pourront engager de la main-d'œuvre pour faire un plus grand travail et nourrir non seulement l'arrière-pays, mais nous ici qui sommes dans le centre-ville. Donc cet élément-là est très important. Et le domaine aussi dans lequel j'aimerais qu'on revoie, c'est surtout en ce qui concerne, je pense, nos douanes, notre douane. C'est vraiment la douane la plus chère. Et je pense que c'est ce qui limite aussi les importations. C'est ce qui limite aussi les bailleurs de fonds étrangers. Ce qui limite aussi notre économie.
Parce que, voyez-vous, lorsque un Congolais lambda aimerait importer, admettons, des biens, des vivres, ou de l'extérieur, un outil de travail, un équipement, il est buté par la douane, les frais de douane. Et cela ne nous permet pas de contribuer aussi au développement de notre pays. Les gens ont de l'argent, ils ont les moyens pour cela. Mais cet élément-là aussi bloque notre pays. Donc il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'axes sur lesquels notre gouvernement doit plancher. Mais je pense que les 3 premiers axes que j'ai cités, ces 3 axes vont vraiment aider au développement de notre pays. L'éducation, la santé, l'agriculture, pêche et l'élevage. Et pour terminer avec la douane. La douane. Docteur, sans polémique, hein, entre un député national et un enseignant, qui doit avoir un bon salaire? C'est l'enseignant. Je le dis en connaissance de cause. Non seulement l'enseignant, pourquoi? Parce que c'est lui qui nous donne la base. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à nos enseignants. Que ce soit celui de l'école maternelle, l'école primaire, secondaire et même au niveau professoral, universitaire, pardon, je pense que l'enseignant doit être revalorisé. Donc l'enseignant doit être mieux payé qu'un député national. Absolument. Les mêmes avantages qu'un député national. Absolument, je suis d'accord pour cela. Et ensuite, viendra le secteur de la santé. Nous avons des vies humaines entre nos mains. Comment voulez-vous qu'un médecin, un infirmier, un laborantin qui est sous-payé puisse faire correctement son travail? Nous prêtons serment, c'est vrai. Mais lorsque je rentre à la maison, pour un homme, hein, je prends l'exemple d'un homme, les enfants ne vont pas à l'école, madame ne sait pas préparer un bon repas, le loyer à payer, l'électricité et la régie des eaux, les factures d'eau et d'électricité à payer. Vous pensez que l'enseignant, le médecin, l'infirmier et tout ça pourra correctement faire son travail? Non, absolument pas. Donc ce sont des domaines, c'est ainsi que j'ai dit que les premiers axes sur lesquels notre gouvernement devra travailler, c'est l'éducation et la santé, c'est vrai, l'agriculture, pêche et élevage. Donc s'il y a moyen qu'on revoie un peu ces éléments-là, l'enseignant doit être correctement pris en charge. On doit lui assurer cette sécurité sociale. On doit lui permettre de nourrir correctement sa famille, de les soigner correctement. Et par ricochet, le corps médical et paramédical. Cela, si nous arrivons à cela, je pense que notre pays ira de l'avant. Et ensuite viendront les autres domaines. Mais le député, vraiment, on doit revoir à la baisse leurs honoraires pour permettre de faire bénéficier... Vous ne dites pas ça parce que vous n'êtes pas vous-même élu, ou bien c'est ce qui doit être fait? Ce n'est pas pour ça. Je suis moi-même épouse d'un enseignant, donc d'un professeur d'université. Je suis aussi descendante d'une grand-mère qui était infirmière. J'avais un oncle médecin. Et je vois ce qu'ils ont vécu et ce que nous vivons aujourd'hui. Donc ce n'est pas parce que je n'ai pas été élu député, non. Mais le fait que cela avait été annoncé, qu'il y aurait révision à la baisse des honoraires des députés nationaux et provinciaux, je pense que cela avait quand même apporté une certaine sérénité dans le cœur de la population. Nous espérons que cela va être quand même exécuté d'une certaine manière. Parce que nos parents qui sont aujourd'hui à la retraite, après des bons et loyaux services rendus à la nation, ce qu'on leur donne, c'est vraiment les pousser vers l'exitus. Et je pense que ces gens-là de valeur ont le droit aussi d'être rémunérés ou en fait leur retraite doit être vue aussi à la hausse. Docteur, il y a un cri de cœur, le social du militaire, nos forces armées. Nous avons les forces armées de notre pays et la police. La femme qui travaille au sein des forces armées, de la RDC et de la police. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Quelles sont les propositions ou les axes prioritaires par rapport à nos chères forces armées et
police de la RDC. Oui, ça rejoint pratiquement ce que j'ai dit tantôt pour les premiers axes de notre gouvernement. Et je pense que pour la défense, effectivement, la sécurité, voilà, parce que quand il y a la sécurité, il y a la paix. Voilà, paix quand sociale, il y a la paix, il y a la justice. Ah ben voilà. Donc pour que notre nation, justement, retrouve la paix sociale, la justice, il faudrait que aussi, vous l'avez si bien souligné, que l'armée et la police soient aussi rémunérées correctement. Que leur rémunération tienne compte des réalités familiales qu'ils vivent aussi. L'enfant du militaire, l'épouse du militaire, voilà. Le mari du militaire. Absolument, le logement du militaire. Franchement, ce que nous voyons dans la ville et même dans les différents camps militaires, je ne sais pas si est-ce que cela peut être considéré comme le respect du droit humain. Non. Ils vivent dans des conditions quand même assez difficiles. Vous avez déjà visité les camps? Mais oui, la promiscuité qui y règne, ce n'est pas correct. Ils ne peuvent pas, à 2, 3, 4 familles, partager un seul logement. Et vous savez ce qu'il en découle. L'inceste, les maladies sexuellement transmissibles, l'infidélité. Et comment voulez-vous qu'un policier, un militaire qui a été trompé ou dévalorisé par un autre puisse correctement défendre la nation parce que psychologiquement, il est atteint. Comment un policier, un militaire qui voit ses enfants régulièrement violés ou violentés et tout ça, qu'il puisse lui sécuriser le reste de la population, il fera de même. Comment, lui qui a une solde de $50 par mois, comment va-t-il tenir son foyer et ne pas extorquer le reste de la population? Donc je pense que le fait que vous ayez souligné cela ou relevé cela est aussi très important. Il faut revoir aussi le solde ou le montant de rémunération, voilà, pour cette catégorie de notre population qui est censée assurer notre sécurité, notre bien-être et aussi contribuer à la paix sociale et à la justice. Le secteur de la justice, voilà, un autre domaine. Monsieur le journaliste. C'est vrai, ils ne sont pas tous véreux. Mais malheureusement, on ne se sent pas en sécurité avec notre justice. Vous pouvez être invité. C'est vrai, on ne vous met pas le motif de l'invitation. Mais vous vous retrouvez derrière les barreaux pour une cause, une raison non valable. Vous avez beau vous défendre, preuve à l'appui. Mais vous êtes malmené, sérieusement malmené. Alors on se demande, est-ce qu'ils sont aussi sous-payés? Est-ce qu'ils ne sont pas correctement rémunérés? Et c'est ainsi que la justice n'est pas rendue correctement. Bon, nous espérons qu'avec l'alternance qu'il y a maintenant, que les choses vont être revalorisées, que la justice aussi va nous sécuriser. Parce que le commun des mortels a peur de confier son cas à la justice. Quand on n'a pas les moyens, on se dit, est-ce que je vais être correctement... Vous allez entrer dans vos droits. Voilà, entrer dans mes droits. Donc nous espérons que notre justice pourra aussi bénéficier de l'appui du gouvernement pour que la population se sente aussi en sécurité du point de vue, de ce point de vue-là. Nous croyons à la justice de la RDC. Nos salutations et pensées à tous ceux qui sont dans les forces armées qui suivent le magazine Genre et Volontaire, que ce soit des forces armées et de la police. Là, je cite le camp Bumba, le camp Tchachi, le camp Kabila, ex-camp Mobutu. Je vois le camp Luano, camp Seta. Je vais à l'EFO, à Kananga. Je vais dans toutes nos bases stratégiques ici en RDC. Nos salutations
aux forces armées de la RDC ainsi qu'à la police. Nous sommes de cœur avec vous. Docteur Janine Kimboko, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Les héros nationaux. Nous avons eu des héros nationaux en RDC et le tout dernier, c'est notre cher regretté papa, le grand footballeur de l'Afrique et un grand nom dans le monde, Ndaye Mutumbola, qui a reçu le titre d'héros dans le rang de Kabila Lumumba. Mais à quand, ce n'est pas une question de polémique, à quand une héroïne congolaise? Sophie Kanza, par exemple, n'a pas cette étoffe pour être héros. Donc là, si vous pouvez aussi sensibiliser par rapport à la femme, comme nous sommes au mois de la femme. Oui, merci Symphorien. Je rends hommage justement au footballeur Ndaye qui est décédé. Et je pense que Papa Kizenga aussi, qui nous a quittés, probablement, il sera aussi élevé au rang de héros national. Je ne suis pas contre le fait d'élever les personnalités qui ont joué un grand rôle dans notre nation au rang de héros national. Mais là, vraiment, vous m'avez titillé en le disant, en parlant d'une femme. Nous avons eu des femmes de valeur dans notre pays. Des femmes qui ont fait aussi un nom, qui ont rendu, qui ont quand même fait beaucoup pour notre pays. Vous avez cité Sophie Kanza. C'est vrai, c'est la première femme universitaire connue et reconnue à travers le monde et citée. Mais curieusement, même nous-mêmes les femmes, nous ne relevons pas cela. Il y a peut-être des émissions, femmes ceci, femmes cela, femmes debout, femmes et actualité, grand F et tout ça. Je ne connais pas toutes les émissions des femmes. Mais combien insiste sur ce fait-là que vous, un homme, vous venez de relever. Il n'y a pas de héroïne nationale. C'est vrai, il y a l'avion Kimpavita, on connaît Dona Nzinga, qui a pourtant défendu sa nation. Mais pourquoi aucune d'elles n'est élevée au rang de héros national? C'est quand même assez curieux, même à titre posthume. Mais pourquoi cela ne se fait pas? Toutes les mamans qui aujourd'hui tiennent l'économie de ce pays devraient être élevées au rang de héroïnes nationales. Nos enfants étudient aujourd'hui grâce à leurs mamans qui malheureusement ont dû quitter les foyers pour relever l'économie de leur foyer et relever l'honneur de leur mari et assurer le quotidien. Mais combien de ces femmes aujourd'hui sont valorisées? Elles sont dans les champs, elles sont dans les pêches, elles sont dans les milieux ruraux. Chaque matin, elles vont dans les boulangeries chercher du pain. Elles sont à gauche et à droite pour assurer justement l'équilibre de leur foyer. Mais pourquoi ces femmes, même à titre symbolique, les femmes de la RDC ne sont pas élevées au rang d'héroïne nationale? Ça, c'est vraiment une interpellation. Nous sommes tous sortis des ventres de nos mères. Et on ne peut pas valoriser cela. Si aujourd'hui nous parvenons à manger du pain, à manger des légumes, même à boire de l'eau, ces femmes circulent avec des bassins d'eau et consorts. Mais pourquoi les femmes de la RDC, même nous-mêmes les femmes, nous n'acceptons pas de nous battre? Parce que les femmes, nous sommes obligées de nous battre pour tout. Déjà, voilà. Combien de femmes sont élues députées? Vous m'avez titillé, vous le dites bien. Combien de femmes? Mais nous sommes là. N'est-ce pas à la femme de prendre conscience de sa situation? Sur 500 sièges, 10% de femmes. Est-ce que c'est normal? Abeti Matsikini, une grande artiste musicienne de talent. Papa Wemba a été
élevée au rang d'héros national. Voilà. Donc Abeti pouvait aussi... Elle a fait beaucoup. Ce sont des propositions. Oui, héroïne. elle peut l'être parce qu'au niveau international, elle a fait un nom. La musique d'Abeti Masikini, à ce jour, Eti Somba, ce sont nos mamans. Et Yenga Lucie, pourquoi pas? Si vous ne voulez pas le faire à titre individuel, mais alors réunissez-les à titre posthume, nos artistes musiciennes qui ont fait un nom, qui ont quand même fait pour notre nation. Vraiment, là, je pense que Monsieur Symphorien, vous m'avez taquiné et je me révolte un peu, je suis désolée, mais c'est la réalité. Pourquoi nous, les femmes, nous subissons, nous devons nous battre pour un oui, pour un non? Pour émerger, il faut se battre. Non, je pense que je ne suis pas féministe. Non, il ne faudrait pas que les gens disent, voilà, encore une femme. Non, non, je ne suis pas féministe. Mais voyons quand même les choses telles qu'elles sont. La musique d'Abeti Masikini, la musique de Papa Wemba. Toutes ces deux musiques, à ce jour, même la musique d'Abeti Masikini, a toute sa valeur, a tout son poids. Toutes les générations peuvent la danser. Elle a valorisé notre nation. Alors, toutes ces femmes que nous avons citées, pourquoi pas? Si vous ne voulez pas le faire à titre individuel, mais alors rassemblez-les. Rassemblez nos mamans et faites-en un élément. Et je pense que nos femmes députées, voilà, pour revenir à elles, nous sommes moins de 30%, alors que le slogan, c'est 50-50 à l'horizon 2030. Demain, nous sommes 2020. Est-ce qu'en 10 ans, nous arriverons, nous sommes... Est-ce que c'est faisable, c'est réaliste selon vous pour la RDC? À l'allure, vont les choses, où vont les choses, les indicateurs? Vu les éléments actuels, bon, je sais que les hommes, vous voulez bousculer, tout le monde veut être là devant la scène publique et tout, mais je pense que nous-mêmes, les femmes aussi, nous devons y travailler. Les femmes doivent accepter de se valoriser. Les femmes doivent accepter d'étudier et de valoriser les diplômes. Les femmes doivent accepter de travailler, d'avoir de l'endurance. Nous avons de l'endurance, ça, rien à faire. Mais l'endurance dans la bataille. Parce que comme je l'ai dit, malheureusement, nous les femmes, nous devons travailler 2 fois plus, revendiquer 3 fois plus. Donc il faut batailler à tout moment. Et je pense que si celles qui sont déjà élues parviennent à nous rassembler, les femmes intellectuelles, les femmes rurales, les femmes ceci, les femmes cela, je pense que nous pourrons militer pour que ce ne reste pas qu'un simple slogan 50-50 à l'horizon 2030. Mais que c'est vrai, cela se fasse par palier, probablement, ça se fera progressivement, mais que de plus en plus, les femmes accèdent à des postes de responsabilité. Donc nous espérons qu'avec l'alternance qu'il y a eu, ou qu'il y a, que si pas au niveau de l'hémicycle, mais au moins au niveau du gouvernement, qu'on pense quand même à réajuster le tir par rapport à la représentation féminine. Et je pense que les autres nations qui l'ont fait, aujourd'hui, vous voyez le développement qu'il y a. Ils ne reculent pas, ils avancent. Et nous louons cette avancée. Et je pense que la RDC mérite quand même d'avancer et aussi à travers la participation de la femme à une échelle assez élevée. Madame Denise Tshisekedi, première dame de la RDC, épouse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà une proposition de réflexion parce que, qu'on le veuille ou non, vous êtes parmi les tout premiers conseillers de Monsieur le Président. Vous pouvez aussi proposer cette réflexion pour voir si la RDC aussi peut honorer une des grandes dames de la RDC parce que il est possible d'avoir dans ces pays une héroïne que l'on peut aussi élever au rang d'héros national ici en RDC. Voilà juste une réflexion que nous présentons à Madame Denise Tshisekedi. Docteur Janine, c'est déjà la fin de notre échange. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce magazine, dans le cadre du mois de la femme? Et quel est le message que vous pouvez passer à la population congolaise ainsi qu'aux dirigeants pour un Congo meilleur, en tenant compte aussi de la participation de la femme, parce que le Congo n'est pas formé que des hommes. Il y a aussi des femmes, et ces femmes, c'est plus de 53%. C'est une force, c'est un pouvoir,
c'est une parole. Voilà, merci Symphorien. Vraiment, à travers ce magazine, je tiens à saluer toutes les femmes, celles qui ont été candidates, comme moi, qui n'ont pas été élues. Je pense que je ne peux que les encourager à ne pas baisser les bras. Nous devons continuer à appuyer notre pays, à aider notre pays. Chacune dans le secteur où elle se trouve, elle peut faire quelque chose. Ce n'est pas seulement au niveau de l'hémicycle. Chacune dans sa cité, dans son quartier, dans sa commune, dans sa province. Si nous nous mettons ensemble, nous pouvons contribuer au développement pour aider l'action du gouvernement. Le mois de la femme, c'est vrai, c'est un mois où nous allons mettre en exergue nos connaissances, faire valoir ce que nous savons faire. Mais je pense que c'est aussi mettre à profit notre unité. Parce que nous avons vraiment besoin que notre pays aille de l'avant. Je pense que ce ne sera pas qu'un simple slogan, voilà, mais que toutes les femmes de la RDC vont contribuer au développement de notre nation. Alors, par rapport à l'alternance, par rapport au pays, par rapport à la vision que nous avons, je pense que vous avez raison. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent contribuer au développement actif de ce pays. Et avec un peu de sagesse, avec un peu de volonté, notre gouvernement pourra recourir à ces dames qui ont déjà fait leurs preuves. Et nous pensons que nous n'allons pas croiser les bras et attendre simplement que tout nous vienne de l'extérieur. Avec les connaissances que nous avons, avec les potentialités que nous avons en interne, nous pouvons les ressortir et en faire bénéficier notre population. Je pense que dans les milieux ruraux, dans les milieux miniers, voilà, tous ces éléments pris en compte pourront contribuer justement au changement de notre pays. Nous sommes immensément riches, mais nous n'en profitons pas. Le commun des mortels se retrouve à vivre avec peut-être moins de $1 par jour, ce qui n'est pas normal. Nous espérons que dans un avenir proche, le SMIC passera au-delà de $1, qu'on atteindra peut-être les $3 ou plus, pourquoi pas. Et je pense que nous, les femmes, si nous avons cette volonté, cette patience de pouvoir aider notre gouvernement, nous allons vraiment rayonner. Que cela ne se limite pas simplement au mois de la femme. Nous ne voulons pas que, c'est vrai, le jour, journée internationale, c'est devenu le mois. Nous voulons que toute l'année, qu'on sente la présence de la femme, qu'on sente la participation de la femme dans tous les secteurs. Il n'est pas dit qu'il faut nécessairement être au gouvernement, il ne faut pas nécessairement être dans l'hémicycle, mais dans chaque domaine où nous nous retrouvons. Il y a des femmes médecins, il y a des femmes juristes, des femmes psychologues et consorts. Nous pouvons contribuer au développement de cette nation. Moi, j'ai foi que la RDC, qui est vraiment le poumon de la nation, du monde, grâce à notre intervention, grâce au changement que nous allons imprégner, nous allons pouvoir aider nos pays limitrophes et les autres pays à nous respecter. Parce que nous sommes tombés bien bas, malheureusement, par rapport aux réalités que nous connaissons. Mais nous pensons que nous pouvons remonter, revaloriser notre pays, redonner ce respect, cette fierté, voilà, à la population congolaise où que nous nous trouvions. Nous ne sommes plus là seulement pour chanter, manger et boire et danser. Nous voulons maintenant nous mettre au travail. Il est temps de remettre les pendules à l'heure, de se remettre au travail. Fini le tralala, fini le temps où on est dans la distraction. Travaillons, travaillons et revalorisons notre pays. Je crois que c'est le mot-clé. Revalorisons notre pays à travers le travail et la justice et l'honnêteté. Révalorisons notre pays à travers le travail. Là, ce sont les derniers mots pour ce numéro du magazine Deadline de Dr Janine Kimboko. Le journaliste
est là pour éclairer la lanterne de la communauté et des dirigeants de cette communauté. Sans polémique, ça ne dépend que des deadlines. Nous faisons des propositions d'héroïnes. Kimpavita, héroïne. Lucie Elenga, héroïne. Abeti Masikini, héroïne. Etisomba, héroïne. La première femme parachutiste de la RDC, héroïne. Madame Sophie Kanza, héroïne. Chalamwana, héroïne. Miliabel, héroïne. De leur vivant. Les mamans maraîchères qui nous permettent de manger le pondou, le ndunda, consort, héroïne. La première femme professeure d'université, héroïne. Ma mère aussi, Madeleine Galula Ilunga, héroïne. Docteur Janine, merci. Merci à vous, c'est Symphorien. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Absolument pas. Merci à toutes les femmes qui nous ont suivis. Merci aux femmes des forces armées de la RDC et de la police qui nous ont suivis. Merci. Merci.